Si tu adores les jeux vidéo et Lovecraft, je crois que t'es au bon endroit. Salut, c'est Noirsouche et aujourd'hui je vous propose de répondre à une question très simple. Est-ce que les jeux Lovecraftiens le sont vraiment? Depuis quelques années, les jeux qui prétendent honorer l'œuvre de Lovecraft se multiplient. L'horreur cosmique et les créatures innommables qu'il imagine ont de quoi séduire. Mais il ne suffit pas de quelques tentacules et de cultistes en robe rouge pour lui rendre hommage. Lovecraft, c'est l'impuissance de l'humanité face à des forces qui la dépassent. C'est la curiosité de l'homme qui est puni par la folie. C'est une horreur insidieuse, provoquée par des êtres dont la seule vue suffit à briser votre conscience. Autant de thèmes difficiles à adapter en jeu vidéo. Mais alors, quelles nouvelles de Lovecraft ont inspiré ces jeux? Comment la folie mentale est-elle exploitée? Quelle place est laissée à l'indicible, ce qui n'est pas censé être vu? Je vous propose de me suivre dans les abysses de ces œuvres vidéoludiques, d'en explorer les entrailles afin de remonter à la surface ce qu'il y a de meilleur ou de pire. Et pour ce premier épisode, on commence avec un titre qui ne laisse place à aucun doute, Call of Cthulhu The Official Video Game. Enfilez votre combinaison et suivez-moi dans les profondeurs. Sorti en 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Call of Cthulhu est un jeu d'horreur psychologique et d'enquête qui inclut des phases d'infiltration et des mécanismes de RPG. Vous aimez? C'est français. C'est le studio Cyanide qui a développé cette adaptation de l'Appel de Cthulhu, à qui l'on doit la saga Styx ou encore Blood Bowl et le Tour de France. Il en faut pour tous les goûts, hein. Alors attention, le jeu ne prétend pas être une adaptation du livre L'Appel de Cthulhu, écrit par Lovecraft et publié en 1928, mais celle du jeu de rôle papier du même nom, créé aux États-Unis en 1981. La typologie du titre et les mécanismes de RPG sont d'ailleurs directement empruntés à ce système de jeu qui en constitue l'influence majeure. Franchement, sur le papier, du Lovecraft et du jeu de rôle, ça me plaît. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? L'histoire commence en 1924 à Boston, dans une petite agence de détectives privée tenue par Edward Pierce, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Un homme brisé, qui noie ses traumatismes dans l'alcool, qui ne peut s'endormir qu'après avoir ingurgité de puissants somnifères pour fuir les rêves étranges qui le hantent depuis la guerre. Des rêves, plutôt des cauchemars dans lesquels quelqu'un ou quelque chose l'appelle. T'as bien fait de déclarer sur ma peau. Pour ne pas arranger sa situation, les affaires vont mal. Il n'a aucun dossier à se mettre sous la dent et risque de perdre son accréditation pour exercer ses fonctions. La Providence lui offre une chance de se refaire lorsqu'il reçoit la visite de Stephen Webster, un collectionneur d'art qui lui propose une affaire. Enquêter sur la mort tragique de sa fille, Sarah Hawkins, une peintre dotée d'un talent particulier. Officiellement, il s'agit d'un accident domestique, un incendie provoqué par l'instabilité de Sarah, dans lequel son mari et son fils aussi auraient péri. Stephen Webster n'y croit pas. Il veut laver l'honneur de sa fille, il veut la vérité. Et c'est cette recherche de vérité qui va conduire Edward Pierce sur l'île de Darkwater. Alors je sais que ma prononciation de Darkwater n'est pas forcément très bonne, je suis très nul en anglais, vous m'excuserez, ok? Dès son arrivée, Pierce sent que quelque chose ne tourne pas rond. Les habitants sont méfiants, chacun semblant accablé par de lourds secrets. L'enquête menée par Pierce, et les quelques âmes qui veulent bien lui prêter main forte, le conduira à comprendre que les peintures de Sarah Hawkins sont guidées par des visions étranges. Ces visions sont transmises par le Léviathan, une créature vénérée par un culte secret actif sur l'île dont l'ambition est de réveiller une entité ancienne et innommable, sommeillant dans les abysses. Une ville peinture miteuse, des rêves perturbés, un culte secret agissant dans l'ombre. Sérieusement, pour le moment, on sent l'inspiration Lovecraftienne à plein nez. L'histoire et la façon dont elle est racontée sont vraiment le point fort de cet opus. Alors maintenant, voyons voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Les horreurs de Darkwater. Call of Cthulhu introduit deux créatures au fil de son histoire, le Léviathan et le Vagabond dimensionnel. Le Léviathan vous évoque forcément quelque chose. Monstre marin terrifiant et légendaire qui traverse les âges, on lui attribue une apparence d'un serpent de mer géant. C'est un nom qu'on retrouve même mentionné dans l'Ancien Testament et c'est une source d'inspiration pour la pop culture. Dead Space, Mass Effect, Final Fantasy, même la série Supernatural a droit à sa représentation des Léviathans. Par contre, c'est des monstres ou des jeunes cadres dynamiques sortant d'HEC là? Nous allons augmenter les effectifs de 50% pour les manger. Lovecraft n'a jamais choisi de faire de ce colosse des mers l'une de ses créatures, faisant le choix d'inventer lui-même les immondices qui peuplent les eaux froides de notre planète. Dans Call of Cthulhu, le Léviathan est présenté comme une divinité ancienne et primitive, une créature gigantesque dotée d'attributs marins et oniriques. C'est la progéniture de Cthulhu, qui ne trouvera le repos que lorsque son divin géniteur sera libéré.
Cette créature puissante aurait pourtant été victime de la pêche miraculeuse en 1847, se faisant capturer par l'un des baleiniers de Darkwater, le Scylla. Depuis, elle est retenue prisonnière et exploitée pour ses capacités surnaturelles par les habitants de l'île, qui se font en réalité lentement corrompre par son influence. Le Léviathan apparaît dans les rêves de Pierce, sous une apparence humaine pour entrer en contact avec lui. Non, vraiment, faut que tu penses à faire ta déclaration. T'as 10% d'abattement en plus. Et c'est là que le jeu fait le lien intelligent avec Cthulhu, qui est suggéré tout au long de l'histoire, par la présence de rêves qui permettent de communiquer avec l'humanité, par les psalmodies chantés par les cultistes en l'honneur de celui qui dort dans la cité d'Orlier. Cthulhu est une menace en arrière-plan, plus suggérée que présente, et ça colle parfaitement à une narration Lovecraftienne. La seconde créature est le vagabond dimensionnel, une entité humanoïde et hideuse. Privé de sa vue, avec des ailes décharnées, c'est cependant un prédateur hors pair qui chasse ses proies jusqu'à la mort. C'est Sarah Hawkins qui a invoqué le vagabond dans notre dimension, par la peinture, un art devenu rituel occulte par lequel Sarah a ouvert une brèche entre les mondes. Contrairement au Léviathan, cette entité est bien issue de l'univers de Lovecraft. Elle apparaît dans la nouvelle L'horreur au musée, écrite par Lovecraft pour Hazel Hild en 1933. Et je dois avouer qu'avant d'écrire cet épisode, je ne connaissais pas cette nouvelle de Lovecraft. Shame! Les rencontres avec le vagabond créent de véritables moments de tension car il met le joueur face à son impuissance. Le studio Cyanide puise donc autant dans le folklore traditionnel que dans le mythe Lovecraftien pour donner naissance à ces créatures. C'est super cohérent et en plus ça permet d'accrocher ceux qui n'ont pas forcément ouvert un livre de Lovecraft. Le Léviathan, ça parle à tout le monde. On peut peut-être reprocher au jeu de perdre une part de mystère indicible en nous montrant trop explicitement ces créatures, mais on peut pas vraiment leur en vouloir car difficile de faire autrement dans une œuvre vidéoludique. Une ambiance poisseuse. Le joueur évolue dans des paysages qui sont indéniablement Lovecraftiens. Comment ne pas faire le parallèle entre Darkwater et Innsmouth? Lorsque vous débarquez sur cette île portuaire, vous découvrez une ville terne, décrépite. Ses habitations sont rongées par le sel de mer et occupées par des habitants moroses et détestables. L'alcool circule ouvertement devant la police malgré la prohibition. Cette ville n'est connue que pour ses activités de pêche, notamment celle de la baleine. Votre enquête sur cette petite île paradisiaque vous pousse à explorer des lieux plus malaisants les uns que les autres. Le manoir Hawkins, à moitié calciné au relent d'odeurs de fumée qui vous révèle petit à petit les secrets de ses occupants. La galerie Sanders, un lieu élégant en apparence qui renferme de nombreux objets occultes. L'Institut Riverside, une clinique froide où les patients disparaissent aussi vite que mon salaire après le 5 du mois. Une librairie qui peut se targuer de posséder un exemplaire du Necronomicon. Je ne sais pas si on dit Necronomicon, Necronomicon, Necronomicon. Dites-moi dans les commentaires comment vous dites, ça m'intéresse. Sous cette surface déjà effroyable se tapit un vaste réseau de tunnels qu'empruntent les cultistes pour réaliser leurs rites impies et secrets. Le sol est jonché d'entrailles de poissons et d'animaux de mer en tout genre. Et c'est parfois un peu too much. C'est quoi l'intérêt d'avoir une baleine éventrée ici ? Et tous ces membres découpés dans l'Institut Riverside, on est dans un centre de soins ou la boucherie de Jeffrey Dahmer. Malgré quelques excès démonstratifs et des clichés dont on aurait pu se passer, l'ambiance reste malaisante, parfois même oppressante, et sert véritablement à appuyer la narration. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Des personnages torturés. Call of Cthulhu nous offre des personnages qui auraient très certainement besoin d'une bonne thérapie. Sarah Hawkins est un clin d'œil au protagoniste de la nouvelle Le modèle de Pickman, sortie en 1926. Dans cette nouvelle, Richard Pickman est un peintre influent, quoique controversé. Ses œuvres sont réalistes mais surtout terrifiantes, mettant en scène des ghouls tellement convaincantes que le lecteur comprend que son inspiration est réelle. Tout comme Pickman, Madame Hawkins est réputée pour ses peintures torturées et inspirées non pas de son imagination, mais par des choses réelles. Autre personne qui incarne selon moi un incontournable des contes Lovecraftiens, le docteur Thomas Fuller, un médecin froid et antipathique à la tête de l'Institut Riverside qui emploie des méthodes peu conventionnelles pour soigner ses patients. Sa quête de l'immortalité n'est pas sans rappeler celle de Herbert West, protagoniste de la nouvelle de Lovecraft du même nom, obsédé par sa volonté de réanimer les morts. Avec le docteur Fuller, les ambitions sont quelque peu différentes, mais le procédé est identique. C'est la science qui s'érige contre la nature, sans aucune considération pour l'homme et les questions éthiques. Et évidemment, le meilleur pour la fin, Edward Pierce, qui emprunte tous les traits caractéristiques d'un bon protagoniste des histoires de Lovecraft. Il est doté d'un esprit rationnel et cartésien. Il refuse d'abord les événements occultes dont il est le témoin. Les visions, les murmures, les créatures, tout ça doit avoir une explication logique. Le vrai X, selon moi, c'est le rapport que les personnages entretiennent avec le concept de destin. On nous parle d'oracles, de messagers, d'élus même.
Lovecraft a l'habitude de dépeindre des personnages qui doivent faire face à l'inéluctable, qui sont insignifiants face aux événements qui sont en train de se tramer. C'est ça, le protagoniste Lovecraftien par excellence. Un homme ordinaire dont la curiosité le conduit à découvrir des connaissances qui dépassent l'entendement humain et qui le conduisent irrémédiablement à la folie. Et ça me fait une magnifique transition pour aborder le point suivant qui porte sur la folie mentale. Messieurs, dames, on applaudit! Une folie mentale en apparence. Se confronter au mythe, c'est sombrer dans la folie. Cette thématique récurrente de l'œuvre est reprise dans le jeu à travers la santé mentale de Pierce. La promesse est alléchante. Faire les bons choix et éviter de se confronter aux horreurs pour éviter que la santé mentale de Pierce ne chute. Alors sur le papier, c'est génial, mais dans la pratique, ça sert pas à grand chose. Aucune jauge ou point ne permet de vérifier notre état de santé mentale en temps réel. Quand bien même le joueur sombre dans la folie, ça n'a aucun impact. On n'est pas plus confronté à des visions d'horreur ou des malus qui pourraient perturber notre enquête. On nous introduit en prologue un vétéran de guerre, victime certainement d'un syndrome post-traumatique. Et pourtant, rien. Aucun cauchemar qui plongerait Pierce de nouveau dans les tranchées françaises. Sa claustrophobie est également laissée au placard. Si vous me permettez le jeu de mots. Meilleure blague de l'année. Excusez-moi. Enfermez Pierce dans un casier ou un conduit de ventilation étroit et il sera tout au plus pris de vertige. Pas de chute de sa santé mentale, pas de game over ou de vision terrifiante. Et cette impression de gâchis, je l'ai également ressentie sur d'autres mécanismes du jeu et notamment les mécanismes en lien avec le jeu de rôle. Il est quand même vachement dommage pour un jeu qui est censé lui rendre hommage. La promesse JDR ventouse. Comme je l'ai déjà dit, le jeu Call of Cthulhu est une adaptation du jeu de rôle papier du même nom. Le joueur gagne des points de personnage au gré de ses investigations qu'il pourra répartir dans 5 catégories de compétences: éloquence, force, trouver objet caché, psychologie, investigation. L'occultisme et la médecine légale ne répondent pas à ce système de points et ne pourront être augmentés qu'en lisant des livres cachés un petit peu partout dans le jeu. Plus vos compétences sont hautes, plus vous augmentez vos chances de réussir vos actions, comme crocheter une porte ou convaincre votre interlocuteur de dévoiler ce qu'il sait. Les choix de dialogue et d'action donnent une apparente liberté aux joueurs, mais mènent en réalité à la même finalité la plupart du temps. On ne ressent pas vraiment l'impact d'avoir optimisé la force ou la psychologie. Seule la fin du jeu peut être véritablement impactée, le jeu disposant de 4 fins, mais les compétences choisies n'y sont pas pour grand chose en réalité. De même, j'aurais aimé connaître la raison de mon échec. Cela ne coûtait rien d'ajouter un lancer de dés visible ou de montrer explicitement la difficulté de l'action effectuée. Encore une fois, j'insiste, le jeu est censé être un hommage au jeu de rôle sur table, dont les mécanismes et le plaisir résident essentiellement dans le lancer de dés. Cette impression de système mal exploité, je l'ai en réalité ressentie pendant tout le long du jeu. Les phases d'enquête n'impactent pas suffisamment le scénario, les phases d'infiltration présentent peu d'intérêt, les seules scènes d'action vraiment réussies sont nos rencontres avec le vagabond, bien rythmée, originale dans le gameplay, et elle crée une vraie tension. Là je m'amuse bordel, et c'est ça que j'aurais aimé ressentir pendant tout le long du jeu. Ce qui est frustrant, c'est qu'on ressent en permanence le potentiel que le jeu détient, ne serait-ce que par cette originalité de faire d'un jeu de rôle papier un jeu vidéo. Mais il n'assume jamais pleinement les idées qu'il tente d'incorporer. Et ça laisse un goût amer aux joueurs une fois le générique terminé. Les dernières révélations. L'histoire de Call of Cthulhu est prenante. Le jeu réussit sa narration Lovecraftienne. On est vite plongé dans l'enquête de Pierce et on souhaite connaître autant que lui la vérité sur les événements qui ont cours à Darkwater. C'est un bon hommage à Lovecraft. Les clins d'œil à son univers sont fréquents, bien utilisés. On sent que Cyanide connaît son sujet et cherche à adapter les thématiques de l'homme de Providence. Mais le rythme du jeu est très irrégulier. Là où le jeu réussit sa narration, il a du mal à dégager un gameplay qui soit accrocheur. Call of Cthulhu a des défauts. Il est maladroit dans son gameplay, les choix n'impactent pas suffisamment le scénario, et on tombe aussi parfois dans le cliché scénaristique. Mais c'était pour moi le jeu parfait pour introduire cette nouvelle série de vidéos. Est-ce que Call of Cthulhu est un excellent jeu? J'irai pas jusque là. Est-ce que c'est un bon jeu Lovecraftien? Assurément. Alors si vous avez apprécié vous balader sur les quais délabrés d'Innsmouth ou dans les rues étroites d'Arkham au fil de vos lectures, Darkwater vous attend. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette première plongée dans les jeux Lovecraftiens vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous connaissiez Call of Cthulhu The Official Video Game ou si cette vidéo vous a donné envie de l'essayer, de le découvrir. Pour ne rien louper de Noirsouche et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les gars, ça me fera vachement plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, en attendant je retourne à mes occupations Lovecraftiennes, des bisous.